Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Sous la robe. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Olivia Rosen. Olivia, bonjour. Bonjour. Je crois que vous avez prêté serment il y a un peu plus de 10 ans. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Ouais. Un petit peu moins. Vous êtes évidemment très connue pour être l'avocate de Salah Abdeslam et l'avoir été au moment du procès du 13 novembre. Je voulais commencer cette interview en posant la question que je pense la plupart des gens se posent. Comment et pourquoi vous êtes devenue l'avocate de Salah Abdeslam? Alors, comment c'est parce que celui-ci m'a contacté et qu'il a choisi que j'intervienne sur sa défense. Pourquoi? C'est pas très, très compliqué, je pense. C'est simplement que c'est un dossier qui est passionnant. C'est un dossier qui représente vraiment le paroxysme de la défense pénale. Et donc, lorsqu'on est avocate pénaliste, c'est un peu le dossier d'une vie, c'est vrai. C'est le dossier dont on rêve. Et lorsque je reçois un courrier de Salah Abdeslam en août 2018, j'avais 2 ans et demi de barreau à ce moment-là. Et Début de carrière. C'était un tout début de carrière et il est vrai que je ne m'attendais pas forcément à recevoir ce courrier-là et je ne m'attendais pas à avoir un dossier d'une telle ampleur aussi rapidement. Donc, pourquoi j'y vais? Parce que il y a des choses à faire en fait en matière de défense, il y a des choses à dire et puis surtout je vois que c'est une personne que j'ai envie de défendre. Voilà, et je pense que c'était le critère principal qui m'a fait aller et intégrer cette défense-là, c'est que c'était une personnalité dans laquelle je pouvais entrevoir d'ores et déjà des arguments, et ça relève en partie de l'intuition, hein. Savoir si on va réussir à produire quelque chose d'intéressant et d'audible surtout en matière de défense, savoir si on va avoir la latitude nécessaire aussi. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait véritablement une opportunité et surtout une marge de manœuvre. Ouais. Et peut-être une dernière chose, en tout cas en tant qu'avocat de Salah Abdeslam, parce que je pense qu'on n'avait pas tous on ne vivait pas tous la même expérience, à mon avis, sur les bancs de la défense, même s'il y avait une certaine solidarité. Il n'empêche qu'être l'avocat de celui qui incarne la figure des attentats du 13 novembre, ça nous met un peu à part. Et de notre côté, avec Martin Vett, qui m'accompagnait dans cette défense, je crois qu'on a eu peut-être l'insouciance nécessaire pour nous dire, même si c'est un dossier où, a priori, il n'y a que des coups à prendre, on va quand même s'y essayer. Parce qu'on a des convictions qu'on a envie d'honorer et surtout, on a la confiance de celui qu'on assiste. Et là aussi, on a envie de pouvoir honorer cette confiance-là. Le 8 septembre 2021, l'audience commence. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Dans quel état d'esprit je suis à ce moment-là? Je me souviens que j'avais hâte que ça commence. J'avais hâte que ça commence parce que les derniers jours qui précédaient le début du procès, on commençait à s'impatienter un peu et on avait envie de pouvoir enfin toucher du doigt cette audience et commencer à voir comment les choses allaient se mettre en place. Et en fait, on en avait assez de la préparation, quoi. Donc j'avais hâte que ça commence. En même temps, il y a aussi évidemment un peu d'appréhension parce qu'on sait qu'on se lance dans une aventure qui va durer plusieurs mois. Qui va être extrêmement difficile sur le plan humain, qui va être difficile aussi sur le plan juridique, une aventure dans laquelle il va y avoir une pression médiatique aussi intense. Donc, bien sûr, une certaine appréhension, mais je pense vraiment que le sentiment qui dominait, c'était d'avoir envie que ça commence pour pouvoir commencer, même si c'était le tout premier jour, mais commencer à poser les jalons un peu d'une défense. Donc voilà, il fallait que ça ait lieu, et c'était très bien que ça s'initie à ce moment-là. Et je me souviens peut-être d'un sentiment que j'ai eu à la fin de cette première audience, parce que à 13h, il y a l'excitation et on veut que ça s'initie, mais à la fin de l'audience, je me souviens, j'étais essorée. Et je me suis dit, waouh, ça va être 9 mois. 9 mois, parce qu'à l'époque, on ne savait pas que ça allait durer encore plus longtemps. Et j'avais l'impression d'être au pied d'une montagne gigantesque.
Et je me disais, waouh, il va falloir Là, tenir concret, il va falloir tenir. pour réussir l'ascension, quoi. Et ça paraissait être un très long chemin. C'était un procès hors norme, évidemment, puisque c'est le procès des attentats du 13 novembre, 2380 parties civiles, d'énormes moyens, notamment la simple construction de la salle d'audience, c'était 8 millions d'euros. C'est quelque chose, j'imagine, dont on peut se féliciter. Est-ce que, de votre point de vue, les moyens ont été suffisants ? Les moyens, ils ont été mis. Oui, ça, on ne peut pas dire. Parce qu'il y a effectivement, comme vous le disiez, la construction de cette salle entièrement dédiée à ce procès-là, qui a été faite exprès, avec de très gros moyens. On sent que tout était vraiment joli, avec du beau bois, avec des sièges plutôt confortables pour la défense et les uns les autres. Oui, on a mis les moyens de ce côté-là. Les moyens, on les a mis aussi en termes de calendrier, parce que c'est un procès qui s'est étendu sur 10 mois. C'est rare d'avoir un procès aussi long. C'était un procès qui est inédit par sa longueur dans le temps. Donc là aussi, c'était des moyens importants. On avait un certain nombre d'avocats généraux. On avait aussi pas mal de magistrats professionnels, en tout cas plus nombreux que les 5 normalement dédiés à la cour d'assises spécialement composée. Donc, on avait des écrans, c'était très moderne. Non, vraiment, en termes de moyens, c'était, je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. Là où j'aurais peut-être une critique à faire, c'est que ce procès était un peu ce qui se voulait être une vitrine de la justice française. La difficulté, c'est que la justice française, elle n'a pas tous ces moyens-là, normalement. C'est un peu pour ça que je vous posais la question. Ah ouais, cette justice, elle ressemble pas du tout à la justice qu'on peut côtoyer au quotidien. Donc au quotidien, ça va beaucoup plus vite. On entend moins les gens, moins longtemps. On a moins de moyens aussi. Les salles sont plus mal foutues. Donc j'ai l'impression que c'était un peu donner une vision faussée de la justice parce que généralement, ces moyens-là, on les a pas. Côté parquet national antiterroriste, il y a eu un souhait d'enregistrer l'ensemble des débats en vidéo. C'est une demande qui a été faite et qui a été acceptée. Pour mémoire, ça a été aussi le cas dans d'autres grands procès, comme celui de Klaus Barbie ou de Maurice Papon et de Charlie Hebdo. A priori, je crois que c'est 50 ans, le temps pendant lequel on ne pourra pas visionner, le grand public ne pourra pas avoir accès à ces images. Donc je voulais vous demander, vous qui étiez là, s'il y a un moment, une image qui pour vous aurait mérité d'être vue du grand public, ça aurait été laquelle ? C'est dur comme question, c'est hyper dur de choisir parce que pendant 10 mois, il y a eu plein de moments qui ont été extrêmement importants. Après, il y a juste une chose peut-être que je pourrais craindre avec le fait de sélectionner quelques épisodes, c'est que finalement ça retranscrive peut-être pas fidèlement l'espèce d'alchimie qu'il a pu se créer tout au long de ces 10 mois. Donc Jean-Louis Perriez parle de symbiose. Donc on sent qu'il s'est, en tout cas humainement, alors les termes sont assez difficiles à entendre, mais ce que ça semble désigner, c'est l'aventure humaine que vous avez collectivement vécue pendant le procès. Oui, alors il y a eu une aventure humaine, ça c'est certain. Symbiose, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Oui. Après, il y a eu une atmosphère très spéciale. J'avais pas forcément l'impression que les magistrats ont eu la possibilité vraiment de toucher du doigt cette atmosphère-là parce qu'ils se retirent aux suspensions, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de parler avec tout le monde. Or, il est vrai que lorsqu'on a avocat... Ils sont pas là aux Deux Palais quand vous vous retrouvez tous, ce dont on a pas mal entendu parler. Exactement, c'est vrai qu'on a beaucoup fréquenté les Deux Palais, peut-être un peu trop, mais je crois que c'était nécessaire. Il s'est passé quelque chose, oui. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé entre tous les acteurs du procès et tous les acteurs qui surtout pouvaient se voir aux suspensions, qui pouvaient discuter autour de la machine à café, qui pouvaient discuter autour d'une bière. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui peut-être pourrait pas être complètement retranscrit par la sélection d'un petit passage de l'audience. Est-ce que c'est ça aussi l'intérêt de la justice ?
C'est-à-dire évidemment rendre justice, évidemment écouter les victimes, évidemment se prononcer sur la culpabilité et sur la peine. Mais est-ce que la fonction de la justice dans une société, c'est pas aussi ce moment où tout le monde est de nouveau ensemble? Ouais, je suis 1000 fois d'accord avec vous, parce que, comme vous le disiez, c'est vrai qu'on est là pour juger de la culpabilité de quelqu'un et de sa responsabilité et éventuellement de la peine qu'il va falloir lui infliger. Mais en fait, l'idée finale de la justice, c'est quand même de dire on va réussir à nouveau à vivre ensemble et à refaire société et à se reparler. Et c'est vraiment une finalité dont j'ai l'impression qu'on ignore un peu parfois, dont on n'a pas vraiment conscience, on l'oublie. Or, c'est ça quand même le but du procès, c'est d'arriver à faire qu'on se reparle. Et s'il y a, alors moi je suis très critique sur le verdict, sur le point de vue juridique, je pense que vraiment c'est chaotique du point de vue de la technique juridique. Par contre, humainement, il y a eu quelque chose qui s'est passé et j'ai l'impression que les différentes parties ont réussi à se reparler. Et alors ça, c'était à peu près inespéré, mais ça a créé de très très beaux moments qui n'ont pas forcément été les moments les plus visibles, mais il n'empêche que je les garde en mémoire et je crois que celui que j'assiste et aussi des parties civiles gardent ça en mémoire. Autre procès dont j'ai parlé tout à l'heure, celui de Klaus Barbie. Jacques Vergès a été interviewé il y a quelques années maintenant sur ce procès et il disait la chose suivante, je voulais votre réaction. Le procès de Lyon est un spectacle. L'accusé n'est pas un homme, c'est un spectre, c'est une image, c'est une silhouette. Moi, j'ai introduit dans ce débat la dimension humaine. Est-ce que vous diriez que le procès des attentats du 13 novembre a été un spectacle ou que précisément ça n'a pas été le cas? Et est-ce que vous diriez aussi que votre rôle a été d'introduire l'humanité? Dire que le procès du 13 novembre était un spectacle, non, je dirais pas. Même s'il y avait une dimension médiatique très importante. Il y avait un nombre de journalistes qu'on n'avait jamais vu, qui venaient de par le monde. Donc oui, il y a une dimension, on va dire, au moins très publique, oui. Après, moi j'aime bien que la justice soit publique, j'aime bien cette idée-là. Donc de ce côté-là, je trouvais ça important. Plus c'est quelque chose, enfin les attentats, ils ont heurté l'entièreté de la société française. Donc il était nécessaire aussi qu'il y ait cette publicité-là et surtout que les médias puissent retranscrire autant que possible ce qui se passait au sein de la salle d'audience et puissent l'amener à l'extérieur. Donc ça, c'est une chose qui me semblait inévitable et que je comprends. Après, sur ce qui est d'humaniser celui qu'on assiste, d'humaniser l'accusé, oui, ça a été quelque chose qu'il a fallu faire. Il a fallu en passer par là. Et comment on fait? C'est pas simple, mais Abdeslam, en fait, c'est la figure du 13 novembre. Et c'était pas le seul à être jugé. Mais il était jugé en tant que figure. Et en fait, il a fallu essayer de sortir un peu de ça. Déjà en le faisant parler. Oui, c'était l'un de vos objectifs. Alors, c'était un objectif. Ce que j'explique parfois, c'est que ce n'était pas une condition à mon intervention. Donc, je n'ai pas dit soit vous parlez, soit je m'en vais. Non. Par contre, j'ai pu conseiller. Et ensuite, libre à lui de faire les choix qu'il souhaitait. Je le laisse libre. Je ne le force pas. Avec une condition de réciprocité aussi. Il me laisse libre, il ne me force pas. Et donc, je fais la défense que je souhaite. Lui intervient comme il le souhaite. Et ensuite, à charge pour moi de savoir l'expliquer, mais comme je le souhaite aussi. Donc ça, c'était quelque chose qui était... moral, en tout cas. Exactement. C'était un contrat... Ouais, c'est ça. C'était un contrat moral. En fait, chacun respecte l'indépendance de l'autre. Et j'ai ma latitude pour exercer comme il faut. Donc ça, c'était important. Et après, lui redonner forme humaine, le fait qu'il participe à son procès, déjà, c'était quelque chose d'important. Le fait qu'il arrive à expliquer beaucoup de choses, à la fois sur lui et à la fois sur les faits qui lui étaient reprochés, ça a été une dimension importante. Et puis, en fait, montrer qu'on n'a pas peur de lui, montrer qu'on discute avec lui. Est-ce que vous avez eu peur? Parce que c'est une question qu'on se pose forcément. Non, j'ai pas eu peur. Non, j'ai pas eu peur et je pense que si j'avais eu peur, j'y serais pas allée.
Donc généralement, j'arrive pas avec une notion de peur. Si à un quelconque moment c'était arrivé, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi d'intervenir. Là, à aucun moment j'ai eu peur, à aucun moment je me suis sentie en danger ou menacée ou quoi que ce soit. En fait, je suis assez sûre de moi. Je sais, et je pense que j'arrive à peu près à discerner ce qu'il en est dans l'œil de celui que j'assiste. Salah Abdeslam a été condamné à la perpétuité incompressible, ce que vous avez qualifié de mort blanche. Qu'est-ce que vous entendez par là et est-ce que précisément c'est ça que vous souhaitiez éviter? Oui, c'est exactement ça que je souhaitais éviter. En fait, la perpétuité incompressible, c'est une peine qui était très très peu donnée, qui est beaucoup plus donnée récemment, puisqu'on a eu encore 3 ou 4 exemples l'année qui nous précède. Mais c'était une peine qui avait été donnée seulement 4 ou 5 fois avant Salah Abdeslam. Donc normalement c'est d'une certaine rareté, c'est une peine qui avait été envisagée, on avait envisagé de l'instaurer au moment où on a aboli la peine de mort pour faire une espèce de peine de substitution, mais Badinter s'était opposé à ça en disant bah non, il ne faut pas remplacer un supplice par un autre supplice, donc il avait résisté. Malheureusement maintenant on n'y résiste plus, et en fait la perpétuité incompressible c'est de dire à quelqu'un que potentiellement il ne ressortira jamais, mais surtout qu'il ne pourra jamais demander à ressortir. Donc c'est un double verrou, c'est-à-dire c'est pas une perpétuité simple où on peut demander et peut-être se voir refuser une sortie, c'est le fait On ferme la porte. de fermer la porte. Il n'y a plus d'ouverture. Voilà, c'est un trou de souris, c'est infime, et donc là ce qu'on dit à Abdeslam, c'est qu'il n'aura jamais le droit de revoir le jour. Alors en fait j'entends tout à fait les critiques qui peuvent exister et qui peuvent nous dire bah, écoutez c'est suffisamment grave quand même pour dire une chose pareille et le condamner de manière irrémédiable d'ores et déjà. En fait, c'est pas la philosophie de notre droit, c'est pas la philosophie de nos principes. Et là encore, je cite Robert Badinter, mais parce qu'il a dit tellement de choses formidables que je peux difficilement les oublier. C'est que on empêche en fait un homme de devenir meilleur. On empêche un homme d'accéder à la rédemption. Et là, on va à l'encontre de toutes nos valeurs. Et pourtant, moi, je les trouve fortes, nos valeurs. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Je vous pose une question de procédure, mais évidemment, je ne dis pas que vous l'envisagez ni que c'est envisageable. Il y a quelque chose qui est possible. Est-ce que c'est possible dans cette situation? Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, peu importe le temps qui s'est écoulé, vous pourriez demander une grâce sur la peine? À part que c'est... Non, parce que comme vous indiquez procéduralement, tout est fermé. Je me demandais, mais juste d'un point de vue technique, si ça fait encore partie des choses qui sont possibles. Ça fait partie des choses possibles, mais alors là, ça me paraît particulièrement... Inenvisageable. Inenvisageable, surtout avec ce calendrier, etc. Là, ça me paraît particulièrement inenvisageable. Donc, j'en sais rien. Ça se trouve, dans 50 ans, je vais dire autre chose. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est laisser à quelqu'un la possibilité de changer, ce qu'on ne permet pas avec la perpétuité incompressible. Je vous pose la question parce qu'on va tout de suite venir rapidement sur la demande de justice restaurative et que les critiques qu'on a entendues sur ce projet, c'est est-ce que tout ça est fait de manière artificielle pour essayer d'obtenir quelque chose plus tard. C'est pour ça que, comme vous disiez, toutes les options sont fermées. Je voulais m'assurer que toutes les options étaient fermées. Voilà, il y a un procès d'intention sur cette démarche. C'est pour ça que je voulais vous poser cette question. Donc on va y venir tout de suite. Vous avez indiqué que Salah Abdeslam souhaite de s'engager dans une démarche de justice restaurative. Est-ce que déjà vous pouvez expliquer ce que c'est, sachant que de toute façon je crois que le parquet a rappelé qu'éventuellement il y aurait une commission et que il faudrait prouver qu'il s'est éloigné du chemin de la radicalisation et que du coup sinon il ne pourrait pas. Donc c'est pas du tout une option confirmée aujourd'hui, mais voilà, qu'est-ce qu'est la justice restaurative et pourquoi votre client souhaite s'engager là-dedans? Alors, ça me fait doucement rire, hein, le parquet qui vient ajouter des conditions que la loi ne prévoit pas pour répondre à cette annonce qui n'en était pas une. Hein. Je vous dis très sincèrement, ça n'en était pas une, mais c'était simplement un des éléments qui venait peut-être permettre de corroborer l'idée selon laquelle Abdeslam évolue en détention. Donc j'explique qu'il a accès à l'éducation, j'explique qu'il a pu présenter des excuses aux victimes, j'explique aussi qu'il aimerait bien pouvoir parler avec elles.
La démarche de justice restaurative, elle est extrêmement importante. Elle est instaurée depuis peu, finalement, dans notre droit. Elle a été vraiment réglementée à partir de 2014, donc c'est tout récent. Et c'est une démarche, en fait, qui permet, comme on le disait tout à l'heure, de faire renaître le dialogue entre deux parties. Une partie qui a offensé une autre partie et qui peut-être va permettre de faire évoluer un peu les situations, évoluer les sentiments et permettre à chacun de dépasser cette situation-là. Alors, il n'est pas question de forcer les uns à rencontrer les autres. La première condition, c'est le consentement de chacun. Genre chacun est d'accord de son côté pour rencontrer l'autre partie. Et par ailleurs, il y a une deuxième condition qui est posée par la loi, c'est la reconnaissance des faits. Il faut que les faits soient reconnus pour qu'on puisse avoir une base commune et ensuite élaborer une discussion. Et de ce côté-là, on a l'impression que les critères sont plutôt remplis. Par ailleurs, on a une demande des parties civiles. Alors, il y a celle de Salah Abdeslam qui existe, mais il y a une demande d'une partie des parties civiles. D'une partie des parties civiles, pas de toutes les parties civiles, évidemment, d'une minorité peut-être même, mais il n'empêche qu'elle existe. Et cette minorité-là, elle pourrait trouver un intérêt dans le fait de parler avec Abdeslam, peut-être pour dépasser certains traumatismes ou les aider. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de souligner, et ça ne sort pas du chapeau. C'est pas moi qui un jour décide de lancer ça dans le débat public. C'est déjà des choses qu'on a pu mettre un peu en place de manière assez informelle pendant le procès. C'est-à-dire que certaines parties civiles ont pu manifester leur souhait de discuter, pas très longtemps, mais quelques minutes, avec Abdeslam, et avec l'autorisation du président, on a pu avoir ces moments d'échange avec 3-4 parties civiles aux suspensions en fin de journée. Et c'était des moments qui étaient extrêmement forts. Et je vous dis, c'était pas réglé, c'était pas... Mais on a senti que ça avait un très gros impact à la fois sur celui que j'assiste et à la fois sur les personnes qui avaient demandé la mise en place de cette rencontre. Donc c'est pas vain, quoi. C'est pas vain. Est-ce que vous... Donc la dernière actualité sur la défense de Salah Abdeslam, c'est l'enquête la procédure qui a été diligentée en raison de la consultation par ce dernier d'une clé USB qui contient, ou qui contiendrait d'ailleurs, je ne sais pas, des contenus djihadistes. C'est en cours, je voulais le mentionner, mais on ne va pas spécialement s'attarder dessus parce que je voulais revenir à vous, parce que cette émission parle des avocats et de leur relation à leur métier. Vous avez votre robe derrière vous. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Ma robe, j'ai l'impression que c'est un vecteur de parole pour moi. Donc lorsque je la revais, j'ai l'impression que ma voix change et j'ose beaucoup plus que lorsque je suis en tenue civile. Donc c'est drôle parce qu'elle me donne une force très importante, cette robe-là. C'est la deuxième. C'est ma deuxième robe. C'est déjà la deuxième. La première, après V13, était dans un état lamentable. C'est vraiment une guenille et je l'ai perdue. Donc je pense qu'il y a plein de choses, qui ont dû se mêler Vous l'avez perdue, c'est on intéressant. pourra sûrement avoir tout un tas d'interprétations à propos de ça. Mais elle était dans un état vraiment. Alors peut-être que c'était aussi vous qui étiez dans un état compliqué. Ah ouais, dans un état compliqué probablement, et qui était un peu perdu aussi. Ouais. Mais du coup, là, j'en ai une nouvelle et qui me permet de retourner avec force dans les prétoires. Il y a quelque chose qui m'a frappée en regardant les grands procès de ces 2-3 dernières années. Vous avez défendu Salah Abdeslam et vous le défendez toujours. Jacqueline Lafont a défendu Éric Dupond-Moretti, l'un des principaux accusés dans le dossier Lafarge. Le dossier Pellico, de Dominique Pellico a été l'un des dossiers les plus commentés médiatiques de l'année dernière. Il est défendu par Béatrice Zavarro. Est-ce que les femmes pénalistes ont, selon vous, gagné la bataille de l'égalité ? Gagner la bataille, ça me paraît beaucoup dire. Par contre, gagner du terrain, oui. Oui. Pourquoi je dis qu'on n'a pas forcément encore gagné la bataille ? C'est parce que tout récemment, j'ai encore pu voir une vidéo d'un confrère qui va nous expliquer qu'il ne faut pas être une femme pénaliste parce que c'est quand même très compliqué entre confrères, parce que les magistrats vous écoutent moins et parce que finalement, les personnes qu'on assiste n'ont aucune considération pour vous. Et je me dis, mince, on est quand même en 2025 et on arrive à avoir encore des discours comme cela.
Ouais, je Il y avait commence quelque parce chose d'un peu suranné dans Bah, sa réaction. complètement suranné et c'est là qu'on voit qu'il y a encore, alors pas parmi tous les esprits, mais qu'on peut avoir quand même, certaines consciences un peu old school, un peu, vintage, je ne sais pas comment qualifier ça, mais qui n'ont pas encore pris la mesure, du fait que les femmes pénalistes ont tout à fait leur place, dans ce milieu-là. Et sont sur les plus gros dossiers depuis 2 ans. Donc Exact. il y a quand même quelque chose Ouais, qui s'est même passé. peut-être depuis un peu plus Un peu longtemps, plus mais longtemps, c'est vrai que là récemment, on a vu On quand le même voit certaines figures émerger et je crois qu'il faut accompagner ce mouvement et surtout jamais penser que c'est acquis, parce que je Qu'est-ce crois que pas que ce soit acquis. pour vous, c'est quoi une bonne pénaliste? Une bonne pénaliste, un bon avocat pénaliste ou une bonne avocate pénaliste? Comme vous voulez. C'est dur comme question, mais on va dire non genré et on va dire valable pour les hommes et les femmes, mais je pense que c'est quelqu'un qui ose, quelqu'un qui sait s'indigner. Alors pas à tort et à travers, pas n'importe quand, mais qui quand même a la capacité de réagir sur Et le bien goût de fondé de certaines l'indignation, lois. vous direz qu'il faut un certain plaisir à l'indignation ou une capacité à Je sais pas si c'est un l'être? plaisir, moi j'ai pas forcément de plaisir à être indignée, genre parfois ça me navre en fait, d'être confrontée à certaines situations me navre, donc non, j'aimerais bien que les choses se passent mieux, j'aimerais bien que les lois soient mieux faites, j'aimerais bien que les juges fassent mieux leur boulot, j'aimerais bien que les confrères parfois fassent mieux leur travail, bref, j'ai tout le temps, oui j'ai un esprit qui ne se satisfait pas facilement en fait. Et non pas que j'y trouve beaucoup de plaisir, parce que parfois ça fait un peu souffrir, franchement, mais par contre, je pense que c'est important d'avoir un niveau d'exigence élevé, à la fois vis-à-vis de tous les acteurs du droit, vis-à-vis de nos lois, vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, vis-à-vis de tout le monde. C'est Voilà. l'exigence. Ouais. Pour terminer cette émission, je vais vous poser des questions. Je veux bien que vous répondiez de manière un peu courte, si c'est possible. Ouais. Dans le désordre, avec ou sans IA, votre métier? Dans ce cas-là, c'est moi qui vais être un peu old school, je vais dire sans. Je l'utilise pas trop. C'est pas trop votre truc. Non. Est-ce que Gérald Darmanin est venu voir Salah Abdeslam en prison? Étonnamment, non. Votre dernier livre que vous auriez lu, que vous avez lu, je vous le souhaite? Alors, dernier livre que j'ai lu, c'est peut-être pas le dernier, mais en tout cas un qui m'a le plus marqué, ça s'appelle Les 7 pendus, de Leonid Andreïev, c'est un auteur russe, qui est vraiment un ouvrage particulièrement fort parce qu'on voit 7 personnes qui arrivent au jour de leur mise à mort. Est-ce que l'écriture, c'est un projet? Ah, bah, peut-être. Peut-être. Robert Badinter ou Gisèle Halimi? Ah, c'est moche. Ouais, c'est moche. C'est Ouais, moche. je sais, c'est moche. C'est moche et du coup je vais dire Balimi. Balimi. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Olivia Ronen? Bah, quelque chose de sympa, après je sais pas ce que vous voulez, mais... Eh ben, je vous souhaite quelque chose de sympa. On en parlera après l'émission. Un grand Parfait. merci. Merci à vous.